Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre les informations sur ITV. Voici les titres de ce journal. Le Sénégal n'est peut-être pas une plaque tournante du trafic international de drogue, mais les saisies records signalées au port de Dakar et leurs récurrences sont de nature à inquiéter. Hier mardi, 43 kilos de poudre blanche ont été encore découverts dans une voiture en transit au port. Les gobelets à usage unique balafrent notre environnement. Ce sont des objets utilisés pour boire son thé ou son café. Ils ont la préférence des vendeurs du fait qu'ils sont compétitifs en termes de prix et que ça ne coûte presque rien. En plus de dégrader la nature en salissant la ville, les gobelets sont inappropriés et posent un problème de santé publique. Le Gamou de Tivaouane, c'est dans 9 jours maintenant. Le Maouloud est toujours précédé du Bourde qui a été ouvert hier soir en présence du Khalife général. Déjà, la ville sainte vibre au rythme de l'événement avec le début de la ferveur. Non, le livre physique n'est pas mort, n'est pas fini dans ce contexte où la tendance est de tout dématérialiser. Les écrivains du Sénégal pensent à raison que c'est encore le meilleur et le plus bel objet pour se cultiver et s'accomplir. La journée internationale de l'écrivain africain est prévue le 7 novembre. Le développement de tous ces titres, c'est dans un petit instant. Jamais la production de drogue dure n'a atteint un tel niveau de développement dans le monde. Un record historique de près de 2000 tonnes a été pointé ces dernières années. Cela signifie simplement qu'il existe une forte demande et que la consommation explose. Aucun pays n'y échappe, ni même le Sénégal. Le Sénégal qui est confronté à la récurrence des saisies records au sein de son port. Dernière en date, la découverte de 43 kilos dans un véhicule qui était en transit au port de Dakar. Donc voici le reportage de Moussafa Gabardio. La douane sénégalaise a mené une nouvelle saisie de cocaïne ce mardi au port autonome de Dakar. 43 plaquettes d'1 kilo dissimulées dans un véhicule en transit à Dakar en provenance d'Anvers, en Belgique et à destination de la Gambie. La valeur de la drogue est estimée à 3 milliards de francs CFA. Les services de lutte contre le trafic international de drogue mènent les investigations pour appréhender les trafiquants. Cette nouvelle prise fait suite à la saisie record de plus d'1 tonne de cocaïne en juin dernier, toujours au port de Dakar. 1110 kg de cocaïne, estimée à 250 milliards de francs CFA, également dissimulée dans des véhicules en provenance du Brésil cette fois-ci. Un Sénégalais et un Sud-Américain, tous deux en cavale, avaient été identifiés comme étant à l'origine de la cargaison. Dans le cadre de l'investigation, l'OCRITIS, l'Office central de répression du trafic illicite de la drogue et Interpol ont interpellé plus d'1 centaine de personnes. Un couple d'Allemands et une dizaine d'autres personnes sont toujours en détention en attendant que la lumière soit faite dans cette affaire. Depuis 2 ans, les quantités de drogue saisies au Sénégal par la douane et les services de défense se multiplient et semblent renforcer l'idée comme quoi Dakar est une plaque tournante de la drogue mondiale. Rappelons qu'avec son port et l'aéroport de Diass, Dakar est l'un des plus importants lieux de transit de marchandises d'Afrique de l'Ouest. Les douanes sénégalaises veillent au grain et sont en état d'alerte pour endiguer toute velléité de fraude qui tenterait d'introduire les stupéfiants sur le territoire national. Dans cette optique, les soldats de l'économie ont mis en place un dispositif avec un fort volet renseignement qui est donc très important. C'est une assertion du lieutenant-colonel Alpha Touré Diallo, chef du bureau des relations publiques et de la communication à la direction générale des douanes. Il est ici interrogé par El Hadj Malick Cissé. Le dispositif de la surveillance du territoire de la douane est un dispositif qu'on fait évoluer en fonction d'une analyse des comportements, des courants de fraude. Vous savez, les courants de fraude, les personnes qui s'adonnent à cette fraude-là évoluent et ils ont des dynamiques qui changent. Et en fonction
des résultats des saisies en fonction des informations que nous avons, la douane s'adapte progressivement à cela. Il y a également un volet essentiel dans la surveillance qui est le volet renseignement, qui devait de plus en plus développer au niveau de l'administration des douanes. Et pour preuve, cette dernière saisie également a été, tout est parti d'un renseignement que nous avions et que nous avons suivi jusqu'à arriver à mettre la main sur ces produits prohibés. La drogue et le terrorisme sont quasiment des frères siamois. Le terrorisme, cette guerre asymétrique que livrent des groupes armés, s'est infusé dans le Sahel. Le phénomène entraîne notamment avec elle la déstabilisation de plusieurs pays et des conflits intercommunautaires. Les États tentent donc d'y remédier avec des résultats carents. Mamadou Bipa Sissoko et Gorgui Diaoucham sont au reportage. Le terrorisme, un mal qui touche les pays d'Afrique de l'Ouest notamment. Pour y remédier, des forces étrangères sont souvent appelées en renfort. Une méthode qui montre ses limites. Au regard de la situation qui s'empire de jour en jour dans le Sahel, je crois qu'il est temps que les coopérations sécuritaires prennent en compte les réalités locales. Aujourd'hui, à partir de recherches que nous avons menées, notamment dans les zones frontalières des pays du Sahel, il y a une forte incompréhension entre les populations locales et la présence des forces étrangères. De sorte qu'aujourd'hui, je dirais qu'il se pourrait y avoir une forme de conflit, de perception du conflit sahélien, entre d'une part la communauté internationale qui en a une vision plutôt sécuritaire, de coopération avec les États, et de l'autre, les populations locales qui sont dans un paradoxe. Des méthodes plus adéquates à nos réalités socioculturelles devraient être mises en œuvre pour lutter efficacement contre le terrorisme. Je pense que très souvent les médias et les analystes collent l'étiquette djihadiste à toutes les formes d'attaques qu'on voit dans le Sahel, alors que chez les populations locales, on parle de banditisme, de criminalité transfrontalière, on parle de voyous, etc. Et je crois que là, c'est qu'on n'a pas opéré une rupture conceptuelle que nous devrions faire, de la même manière que les groupes terroristes, eux, ont opéré cette rupture-là depuis les fameuses théories de Abou Walid al-Sahraoui. Le Mali, une zone très touchée par les attaques. Pour apporter une solution efficace à cela, le dialogue est à privilégier. Alors, le dialogue avec les groupes radicaux violents est un besoin exprimé par les communautés en proie à l'insécurité. Si vous allez aujourd'hui au centre du Mali, de la même manière également dans les régions dites nord du Mali, notamment Gao, Tombouctou, même une partie de Kidal, ce sont des populations elles-mêmes qui ont exprimé le besoin de dialoguer avec ces groupes radicaux violents. Lesquelles populations se sont rendues compte que les réponses militaires jusqu'ici, de 2012 à aujourd'hui, peinent à apporter justement la stabilité tant recherchée par les communautés. Je pense qu'à travers ces communautés, à travers les érudits également, notamment musulmans, on peut avoir une passerelle entre l'État central du Mali et ce groupe radicaux violents. Depuis plusieurs années maintenant, le monde subit de plein fouet les attentats terroristes. L'Afrique de l'Ouest n'est pas épargnée et cette instabilité entraîne des conflits en parallèle, comme ceux qui opposent des ethnies. Les écrivains sont souvent des lanceurs d'alerte. La journée internationale de l'écrivain africain aura lieu le jeudi 7 novembre. L'Association des écrivains du Sénégal prépare notamment la 27e édition du genre, littérature, citoyenneté et environnement. C'est le thème qui a été retenu dans le but d'insister sur le nécessaire supplément d'âme et d'humanité en ces temps où beaucoup de sociétés dansent au bord du précipice. Alune Badarabey est ici au micro de Cheikh Hassan Fall. La touche nouvelle, c'est d'abord la publication de 3 anthologies à la fois. 3 anthologies de 3 pays différents. Et c'est une des grandes innovations, d'autant plus que nous avons choisi un thème qui est un thème salvateur, un thème fédérateur, un thème préoccupant parce que ça concerne un peu la littérature par rapport à la citoyenneté. Quel est le rôle que l'écrivain doit jouer, peut jouer pour la quête d'une bonne citoyenneté?
l'écrivain ne doit pas se contenter simplement de noircir son papier. Non, l'écrivain est d'abord quelqu'un qui donne l'alerte, un lanceur d'alerte, mais aussi quelqu'un qui est le témoin de son temps. Il ne peut pas vivre en dehors de son temps. Donc, les préoccupations de son temps doivent aussi le préoccuper. La légende d'après laquelle les Sénégalais ont tourné le dos et à la lecture n'est peut-être pas si exacte que cela, quand bien même cela ne doit pas freiner l'ardeur des écrivains. L'écriture est un sacerdoce auquel ils doivent tout le temps s'acquitter. Il faut davantage donc valoriser les livres parce que la connaissance s'y trouve. Il faut aussi rééduquer le citoyen face aux livres. Les écrivains n'ont pas le vague à l'âme. Cher Hassan Affal. La poésie ne doit pas périr, car alors où serait l'espoir du monde? Cette maxime du président Senghor sied parfaitement à la vision actuelle des écrivains du Sénégal. Au moment où beaucoup pensent que les livres se meurent, eux pensent qu'il leur faut forcément écrire. L'écriture, c'est comme une fièvre. Vous pouvez rester plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs années sans écrire, mais quand la fièvre vous prend, vous ne pouvez plus vous retenir. Si je suis sûr, moi, qu'en écrivant un livre, j'aurai une seule personne dans le monde entier qui aura la chance de lire ce que j'ai écrit, je vais écrire. Ne serait-ce que pour cette seule personne. Même sous la contrainte, on va écrire. Et si les citoyens ne sont plus tellement férus de lecture, ces hommes de plume pensent que c'est à cause des chaînons manquants dans le cycle du livre. Nous avons l'écrivain, nous avons l'éditeur et nous avons le libraire. Toutes les autres chaînes manquent. Il n'y a pas de chaîne de diffusion, on n'a pas de diffuseur, on n'a pas de distributeur. Et la politique d'accompagnement liée à la Bibliothèque nationale, tout ça sont des éléments qui manquent pour faire du livre un élément qui soit en exergue dans nos sociétés. Réconcilier le Sénégalais avec le livre dès le bas âge ne serait que bénéfique, selon eux. Et effectivement, c'est nécessaire, c'est indispensable même que l'on s'inspire sur les écrits d'écrivains, disons, locaux, pour ne pas dire sénégalais. Donnons à l'enfant d'abord ce jouet qu'est le livre. Montrons à l'enfant que le livre est un jouet. Si quand l'enfant est habitué à avoir le livre à côté de lui, à comprendre que ça c'est un excellent compagnon, d'abord pour lui faire comprendre la vie, la société, c'est à ce moment que nous aurons gagné un citoyen fort, dynamique. Felwine Sarr disait dans une interview que l'acte d'écriture est une prise de parole. De par ce fait, elle est fatalement un acte d'engagement. Et cet engagement semble infaillible chez nos écrivains, qui, malgré l'avènement du numérique, semblent toujours être aussi dévoués à leur mission. Les écrivains écrivent pour assainir les esprits. Dans la vie de nos cités religieuses, un lot de matériel conséquent pour le nettoiement et la salubrité de la ville sainte de Tivaouane a été déployé par l'UCG au profit du COSCAS. C'est le comité d'organisation au service de Serigne de Khalifa Ababacar Sy. L'unité de coordination et de gestion des déchets solides s'est engagée notamment à aseptiser la ville avant et après le Mawloud. Isidore Alexandre Sen. Le comité d'organisation au service de Khalifa Ababacar Sy fait de la propriété de Tivaouane un sacerdoce. Pour la 118e édition du Gamou, le COSCAS s'est encore engagé dans une vaste opération de nettoiement. N'eût été ce matériel, c'est avec nos mains que nous allons nettoyer Tivaouane. Donc, M. Ndaou, au nom du comité, nous vous remercions, ainsi que tous les membres de la Sonatel et de votre délégation. Et ce n'est pas la première fois que vous venez ici, au nom du chef de l'État et de votre ministre de tutelle, pour nous apporter votre soutien. L'Union de coordination pour la gestion des déchets, structure dédiée, a apporté son soutien. Une unité de veille est déployée dans la cité religieuse. Nous sommes venus apporter du petit matériel nécessaire pour les opérations de balayage et de nettoiement, mais aussi apporter du matériel lourd, tout ce qu'il y a comme engin, tout ce qu'il y a comme bennes tasseuses, camions, polybennes, et apporter aussi des ressources humaines. Donc recruter des ressources humaines pour accompagner le Gamou. Nous sommes là avant,
et après le Gamou. Et nous avons déployé une de nos unités qui s'appelle UVS, Unité de veille et de sensibilisation, qui doit rester ici pour sensibiliser la population et les pèlerins sur les bons usages en matière de gestion des déchets. Ce programme va se poursuivre dans les autres foyers religieux tidjanes, selon le coordinateur de l'UCG. C'est un programme qui est très élargi. Au moment où je vous parle, il y a une de nos délégations de l'UCG qui est en route sur Kaolack. Avant-hier, on était sur Thiénaba. Ce soir, on serait sur Thiès, dans la famille Djegel. Et indépendamment de là, partout où on fait des gamous au niveau national, nous sommes là-bas. Nous avons déployé des moyens nécessaires parce que le gamou, c'est un phénomène national. Tout le monde fait le gamou. Donc nous avons déployé à cet effet d'importants moyens, comme je l'ai dit, en matière technique, ressources humaines et financières pour que ça se passe dans les meilleures conditions. La délégation de l'Union de coordination pour la gestion des déchets et ses partenaires ont été reçus par le calife général des Tidjanes. Serigne Mbaye Sy Mansour a salué l'engagement du ministère de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie à rendre propre la ville de Tivaouane avant et après le Gamou. En prélude au Gamou, Tivaouane, capitale de la Tijania, a ouvert le traditionnel bourde en présence du khalife général Serigne Mbaye Sy Mansour. La cité religieuse de El Hadj Malick Sy vit déjà au rythme de l'événement qui célèbre la naissance du prophète. La nuit d'hier a été consacrée à la lecture du premier chapitre du Bourde, le bel acrostiche de Bousséiri. À la suite, des messages ont été délivrés aux transporteurs et aux routiers Mafalfal et Amagor Robertnian. Le compte à rebours est lancé. Pendant 10 nuits, la Zawiya Seydi Hadji Malick Sy va vibrer au rythme du Mawlud. Au menu de cette première nuit, la lecture du premier des 10 chapitres du Bourde, suivi des discours des chefs religieux. Le khalife général des Tidjanes, Serigne Mbaye Sy Mansour, interpelle son auditoire sur les bons comportements du musulman. mënuñoo baax torop waaye ki baax mën naa yóbbuwaale ci mbaaxu yàlla. Chacun doit faire une introspection par rapport aux actes qu'il pose, par rapport également à son comportement au sein de la société, car chacun est responsable de ses actes et c'est pertinemment si l'on devrait les inscrire dans le registre du bien ou celui du mal. Peut-être que les autres ne savent qui nous sommes réellement, mais Dieu lui est omniscient. lu nit ñi nag réere ci yow yaak yàlla yaak ñoo ko xam seen bopp. Le respect du code de la route et la vigilance des chauffeurs sont également évoqués. tey te def ndànk te ni teg ci yàlla la bokk. Chauffeurs yi ñu ngi leen di ñaan. Nous demandons aux chauffeurs de rouler doucement. Ils doivent comprendre qu'ils ne transportent pas des objets mais des personnes. Parfois, à force de vouloir faire beaucoup d'allers-retours, ils ont tendance à oublier le code de la route. Il va falloir qu'ils soient prudents durant tout le trajet. xaalis taxul nit ñi jóg yàlla leen tax a jóg chauffeurs yi nañu bàyyi xel loolu. La question relative à la hausse des prix, notée lors des événements religieux, a aussi été soulevée. Les chauffeurs sont invités à revisiter les enseignements du Coran et à se comporter en bons musulmans. et chauffeurs yi ma wax ni dañuy yokk njëg yi. Je vais m'adresser également aux chauffeurs qui choisissent d'une façon délibérée d'augmenter les tarifs lors du Gamou. Que cela revienne à de meilleurs sentiments. Je les renvoie à la 83e sourate du Coran Al-Mutaffifin, les fraudeurs. ci njëg yi pour nit ñi ñëw nañ ci ragal yàlla. Le Bourde est un panégyrique de l'imam Al-Boussaïri dédié au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le poème le plus célèbre, Al-Bourda, ou le poème du manteau, est décrypté en prélude au Mawlud et durant 10 jours, aussi bien à Tivaouane que dans les autres coins du Sénégal. On l'a vu dans le reportage, c'est un signe distinctif des disciples tidjanes. Le bonnet carré popularisé par Cheikh Al-Khalifa, premier khalife de Maodo, est très coté à Tivaouane et ailleurs. Le couvre-chef est en effet fort apprécié des fidèles qui l'arborent avec une fierté non feinte et il semble qu'il comporte des vertus
et des secrets. C'est un reportage d'Oumar Khan et d'Augustin Mandan. Sous vos yeux, un bonnet carré. Pas n'importe lequel, mais celui-là même que portait Serigne Babacar Sy, borom bonnet carré bi. Un bonnet dont Serigne Babacar ne s'est jamais départi. J'ai entendu les vieux dire que Serigne Babacar n'a jamais voulu changer son bonnet carré par souci de fidélité. Il était fidèle à son bonnet carré. Fidèle Tidjane le porte fièrement, le bonnet carré est devenu un signe distinctif. Hommes et femmes sont convaincus qu'il y a un secret sous ce bonnet. Le bonnet carré fait partie de notre look. Ce n'est pas pour rien que les gens l'appellent bonnet Tidjane. Je suis khadr, mais depuis que j'ai atteint le 3e âge, je porte le bonnet carré pour être à l'image de Serigne Babacar Sy que j'apprécie beaucoup. Je porte tout le temps le bonnet carré. C'est mon look. Il y a un secret dans ce bonnet. Ce couvre-chef est entièrement confectionné à base de coton et vient le plus souvent d'Afrique du Nord ou de l'Europe centrale. Le bonnet carré nous vient de la République tchèque, du Maroc et de la Tunisie. Il est à base de coton. Mourid, Tidjane, tous achètent le bonnet carré. Le bonnet carré est partie intégrante de l'identité des talibés Tidjane. Et s'il y a quelqu'un dont l'image se confond avec le bonnet carré, c'est bien Serigne Babacar Sy. Serigne Babacar, borom bonnet carré bi. Le style lui est attribué et au Sénégal, la référence fait systématiquement penser à Khalifa Ababakar. Dans la vie des médias, le décret d'application du code de la presse va bientôt être signé par le chef de l'État. C'est une nouvelle annonce du ministre de la Communication, Abdoulaye Diop, a visité hier les locaux du groupe E-Media Invest. Il a fait observer que le secteur de la presse sera totalement assaini avec les nouvelles règles au sujet de l'arrivée de plus en plus massive de médias étrangers. Le ministre dit qu'on ne peut plus vivre en autarcie et qu'il faudra bien s'adapter à l'ère du temps. Reportage de Pape Alioune Sarr. Juin 2017, les députés votent à l'unanimité le code de la presse. Une bataille gagnée dans la corporation, mais la guerre reste toujours d'actualité. Les décrets d'application tardent à être signés par le gouvernement, mais le ministre de la Culture et de la Communication rassure sur cette question lancinante. Question lancinante, mais qui n'est pas en suspens. Je pense que depuis un certain temps, les choses sont en train d'avancer. Et que très bientôt, je crois que ce serait qu'une histoire dépassée pour les Sénégalais. On n'a pas joué avec le temps. Je crois qu'ensemble, avec l'ensemble des acteurs, très récemment, on s'est rencontrés pour pouvoir étudier toutes les questions en suspens. Déjà, pour la carte de presse, je crois qu'il n'y a que la numérisation sur place. Et je crois que très prochainement, on va en finir. Les médias étrangers ont eux fini de parler nos langues nationales. Et RFI en mandingue a été lancé il y a quelques jours. Loin de constituer une menace, l'ouverture médiatique est une réalité pour les États du monde. L'essentiel est de s'adapter. Vous savez qu'aujourd'hui, on est dans un monde ouvert, ce qui est une réalité. Ouvert dans la sous-région avec ce qui est une réalité comme l'UEMOA, l'ECOWAS, qui sont des réalités de marché. Il est important que des journalistes sénégalais, que les gens de la presse sénégalaise puissent se développer dans d'autres marchés, rien ne leur est interdit. Il faut juste s'organiser. Je crois qu'il faut prendre de manière positive dans l'ouverture du monde. De dire, est-ce qu'on est bien outillé? Est-ce qu'on est bien organisé? Je crois que là où on a bien besoin d'avoir une presse locale très forte, nationale très forte, et je crois que c'est aussi notre rôle de les accompagner. Lors de sa visite dans les locaux du groupe de presse E-Media Invest, le ministre de la Culture et de la Communication a salué le professionnalisme dans le travail
et le niveau de performance de ce groupe dans le paysage médiatique sénégalais. Depuis 5 mois que vous existez, être entouré de professionnalisme, être entouré des gens qui investissent dans le matériel informatique et dans le matériel de travail, je crois que ça c'est à saluer. Ça veut dire que nous, Sénégalais, nous pouvons faire le meilleur de nous-mêmes. Et tous ces talentueux qui sont là, c'est l'occasion de saluer tout le professionnalisme de tous ces talents immédiats. Sur la crise qui mine le style, le ministre Abdoulaye Diop affirme avoir pris longue avec les différents acteurs et souhaite que les rivalités soient résolues autour de la table de discussion. En Guinée-Bissau, des aveux pour le président José Mario Vaz. L'Union africaine ainsi que l'ONU ne cautionnent pas la décision du président qui a démis un gouvernement qui était censé préparer l'élection présidentielle du 24 novembre prochain. Nous nous intéressons ce soir à l'Égypte et au Cameroun. Le récit tout de suite de Tidiane Cissé. Selon Radio France Internationale, 42 personnes sont mortes dans un glissement de terrain à Bafoussam, c'est dans l'ouest du pays. Le drame s'est produit dans la nuit du lundi à mardi aux environs de 22 heures. Selon le maire de Bafoussam, Daniel Defoucon, 18 autres personnes sont toujours portées disparues. Les opérations de secours se poursuivent pour tenter de retrouver des rescapés. Le ministre camerounais de la décentralisation et du développement local s'est rendu sur place. Il a promis une aide d'urgence de 5 millions de francs CFA aux victimes. L'annonce a été faite hier mardi par le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sami Choukri. L'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan sont attendus le 6 novembre à Washington, aux États-Unis. Ils vont discuter de leurs différends concernant le projet de barrage éthiopien sur le Nil. Le barrage de la Renaissance éthiopienne, comme on l'appelle, est un barrage en construction sur le Nil, un projet gigantesque de 4 milliards de dollars. L'Égypte, de son côté, craint que le projet en question affecte sa consommation en eau. L'Égypte est un pays, il faut le dire, dont 90% des réserves en eau viennent du Nil. Les gobelets défigurent les rues de Dakar et augmentent ces quantités de déchets. Ces contenants sont usutés par les Sénégalais pour siroter soit le café, le thé ou l'infusion. Les commerçants les préfèrent pour leur prix trop bas, ça ne coûte presque rien. Toutefois, les gobelets charrient des risques sanitaires. Ils sont en effet inappropriés pour contenir du chaud. C'est un reportage d'Alun Gueye et de Seleman Diallo. Ils sont nombreux, ces Sénégalais, à faire usage de ces coupes en plastique pour prendre le thé et le café. Pourquoi? Oui, je l'utilise souvent, parce qu'à chaque fois quand j'achète donc du café, donc ce sont les cas à jeter qu'on me donne, donc c'est normal que je l'utilise, donc voilà. Ce vendeur de café reconnaît que les prix de ces gobelets n'est pas élevé. C'est pour cela qu'il l'utilise pour servir ses clients. L'accessibilité est plus facile, et puis le coût est bas, donc voilà pourquoi on les utilise. Ce monsieur utilise souvent sa propre tasse. Je crois que c'est plus hygiénique d'abord. Et en plus, il faut un peu éviter les sacs plastiques, notamment les verres plastiques. Donc c'est plus bon pour la santé. Est-ce qu'ils sont conscients des risques que contiennent ces gobelets? Sincèrement parlant, je ne connais pas donc les risques. Selon ce docteur en chimie, les risques sanitaires s'avèrent. Le fait de mettre une substance chaude, que ce soit du lait, du café tout bas, du thé, si ça reste à des degrés comme 50 degrés, 60 degrés, n'influe pas vraiment. Mais attention, aujourd'hui ces verres, nous ne savons pas la provenance, nous ne savons pas la constitution et la composition. Donc dans ce cas, si le liquide est à la même température que le polymère, ce qui se passe, c'est que la chaîne polymère, le bracelet, va se dissocier en petites particules qui vont aller dans la boisson et qu'on va ingurgiter. Si ce mécanisme se passe, ça peut créer des problèmes sur la santé, créer des cancers, créer d'autres maladies. Par ailleurs,
Les gobelets en plastique sont des ennemis de l'environnement. Il y a un impact très négatif sur l'environnement, il faut le dire, et c'est pour ça que des décisions doivent être prises par rapport à ces verres qui circulent. Beaucoup de vendeurs de café les utilisent. À leurs yeux, c'est plus pratique et le prix est très abordable. En faire usage peut s'avérer dangereux et les jeter hors des poubelles comme un peu partout dans les rues de la capitale ne contribue pas à l'esprit du développement durable. Restons dans l'espace public. Les commerçants du marché Arafat de Grand Yoff cohabitent avec une décharge sauvage. Depuis quelque temps, les ordures sont déversées au beau milieu du marché. Évidemment, dans ces conditions, les activités connaissent un ralentissement. C'est une situation symptomatique de la grande pétaudière qui sévit dans la région capitale, Dakar. Tidiane Sissé et Moussa Fall. Des sachets plastiques, des restes de carton, des chaises détruites. Le décor du marché Arafat de Grand Yoff ressemble beaucoup à un dépotoir d'ordures. Une situation qui est à l'origine du mal-vivre des commerçants. Ici, on se bouche le nez pour éviter les odeurs nauséabondes. Actuellement, c'est devenu un dépotoir, cette ruelle. Vous avez vous-même vu ce qui se passe ici. La poubelle, les mauvaises odeurs, tout ça dans un pays où on dit que vivre dans un environnement sain est garanti par la conscience. Vous avez vu le décor de notre marché? C'est vraiment déplorable. Il faut que la mairie nous aide à enlever tous ces déchets, car c'est vraiment invivable. Ou bien ceux qui étaient là n'ont qu'à venir nettoyer toutes ces ordures. À l'origine de cette situation, des commerçantes qui étaient venues s'installer ici le temps de rénovation de leur marché. Mais depuis leur départ il y a 3 jours, les ordures sont toujours là. Et cela, les riverains ne l'apprécient pas du tout. Au départ, c'est la mairie qui est venue nous imposer ce marché, l'installation de ce marché sur cette ruelle. Bon, au départ, ils nous avaient dit que c'était pour 6 mois. Les commerçants sont rentrés le dimanche. Mais depuis dimanche, ils nous ont laissé cette poubelle. C'est nous qui étions installés ici depuis 11 mois, car on était en train de rénover nos locaux. Nous avons regagné nos places hier soir. C'est normal qu'on laisse des ordures ici. Mais la mairie va venir enlever tout ça, c'est sûr. Ce n'est pas l'appel d'en parler comme ça à la presse. Respirer l'air pur, c'est tout ce que souhaitent les commerçants du marché de Arafat. Ils demandent à la mairie de faire tout ce qu'elle peut pour enlever ces ordures dans le marché le plus tôt possible. Les objets d'art sont dénichés au marché. Dans la vie des arts, justement, on s'intéresse aux spécialistes de la confection de portraits. Youssouf Assi en est un. You Art est son nom d'artiste. Il travaille à l'aide d'un crayon noir. À 22 ans seulement, il a fait de sa passion un vrai métier. Il est lui-même portraituré par Mamadou Bipa Sissoko et Seleman Diallo ici. On croirait voir une photo, mais c'est bel et bien un dessin. Plus précisément, ce qu'on appelle un portrait réaliste. Son auteur, Youssouf Assi ou You Art, un artiste de 22 ans. Trouvé dans sa maison familiale, accessoirement son atelier d'art, il finit un autre tableau. Cette fois, un portrait hyper réaliste. De la patience, quelques coups de crayon et une grande dose de talent lui suffisent pour affiner ses œuvres. La plupart à l'École nationale des beaux-arts, on utilise du crayon et des papiers canson pour dessiner des portraits. Et les portraits, ce n'est pas facile du tout parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience. Hyper réaliste, ça demande plus de temps que les portraits réalistiques. Parce que les portraits hyper réalistes, ça demande maximum 1 mois et demi ou 2 mois. Ça m'a duré 2 mois, 6 jours. Il revient sur les origines de cette passion pour l'art, une passion qui l'anime depuis très longtemps. J'ai commencé à dessiner depuis quand j'étais à l'école primaire, quand je faisais la classe de CM2. Je me suis commencé à habituer à dessiner des portraits. Voilà, c'est par la suite que je suis parti à l'École nationale des beaux-arts
pour mieux performer. Il est né, il est passionné par le dessin. C'est pour ça que sa mère l'a inscrit à l'école des beaux-arts. Et depuis lors, il fait de beaux portraits et tout le monde est fier de lui. Il reçoit même des commandes. Il participe à quelques expositions et vend des œuvres, mais son ambition dépasse le côté mercantile. Moi, je programme des expositions chaque 2 ans. Donc, ça me reste 1 an encore à travailler, beaucoup travailler chez moi pour mieux exposer mes œuvres. Mais des fois, je fais des live paintings et je les vends aux gens. Bon, moi, je rêve d'être un grand artiste peintre, reconnu partout dans le monde et de réaliser beaucoup de galeries d'art ici au Sénégal. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, il s'est fait une réputation et partage ses réalisations avec tous ses followers. La beauté sauvera le monde, nous avait dit Dostoïevski. Nous avons donc fini ce journal en beauté. La météo va suivre dans un instant, suivi des inspirations du professeur Songué Diouf, et Kenou Askanui sera présenté après en direct par Khalifa Diakhaté. Je remercie pour ma part les nobles anonymes, toute l'équipe technique qui m'a accompagné ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Au revoir.